plan marketing, en fait, pour les années de mandature. Il avait été confié en 2014-2015 à un cabinet extérieur et la municipalité a souhaité le confier à l'Office de commerce. Donc, nous sommes en train de le travailler en collaboration avec nos partenaires que sont l'Office de tourisme, la ville de Bayonne évidemment, l'Office de tourisme, les chambres consulaires et les associations de commerçants fédérés au sein du Club ACAP. Cette fédération, cette volonté de les regrouper et de les impliquer dans les décisions politiques, elle vient d'une part de leur demande à eux, puisqu'ils sont très demandeurs d'être informés de ce qui se passe, de pouvoir être acteurs des décisions économiques et politiques qui vont toucher leurs activités, et également d'une volonté de notre part d'être présents à leur côté. Ce sont eux les hommes de terrain, donc moi j'ai beau être sur le terrain avec eux, évidemment je ne fais pas leur métier, même si bon, je m'y connais un petit peu maintenant, mais ce sont eux qui sont au cœur des problématiques et c'est donc à travers eux que nous pouvons avoir une vraie écoute et proposer des solutions conjointement pour les aider à atteindre les objectifs que nous avons dans ce plan marketing, dans ce schéma directeur. Les fédérés, c'est également important pour les informer bien de tout ce qui se passe, de toutes les actions qui sont mises en place, de tous les changements de réglementation. En ce moment, avec la crise sanitaire, évidemment, les aides font partie des informations qu'on leur fait passer le plus vite et le mieux possible. Également, on essaie de développer un relationnel qui soit constructif. C'est toujours plus facile de travailler ensemble, main dans la main, que tout seul dans son coin. On a besoin, on s'appuie aussi sur les associations de commerçants, mais pas que. Hein, on a aussi des commerçants qui refusent d'être en association et donc on voit qu'on touche par d'autres moyens pour faire circuler les informations, les idées et favoriser l'adhésion de nos actions pour une majorité de commerçants. Alors pour ça, on utilise un certain nombre de moyens. D'abord, on les rencontre individuellement. Quand les magasins sont ouverts, évidemment, c'est plus facile. On organise des soirées thématiques professionnelles. On a organisé, par exemple, la dernière en date, qui date maintenant d'il y a quelques mois, hein, c'était fin 2019, était sur le thème du temps partagé pour les aider à ceux qui ont que très peu de salariés à s'organiser et pouvoir élargir leur amplitude horaire. On fait également du terrain, bien sûr. On les invite à des commissions thématiques, notamment pour les animations. On organise des rencontres collectives, des ateliers de travail. Dans le cadre du schéma directeur, par exemple, on a des ateliers participatifs où une vingtaine de commerçants sont présents pour travailler, réfléchir ensemble sur nos actions. On leur écrit beaucoup. Moi, j'ai un fichier d'adresses de commerçants où j'ai 85% de leurs adresses. Donc, j'en touche quand même pas mal aujourd'hui. Et puis, pour ceux qu'on n'arrive pas à toucher, qui n'ont pas d'adresse mail, qui ne veulent pas recevoir des informations, on édite tous les trimestres une petite lettre d'information qui… oula, je crois que j'ai atteint mes 5 minutes. Une petite lettre d'information qui s'appelle l'écho du commerce et qu'on distribue de la main à la main. Et puis, évidemment, les réseaux sociaux, un groupe privé de commerçants, de 400 commerçants sur lesquels on travaille. Voilà. Je ne sais pas si le diaporama passe parce que moi, je ne le vois pas, mais sur la dernière diapo, il y a un exemple d'implication et de partage dans le schéma directeur avec les 4 étapes de ce schéma à travers lesquelles on a une méthode de construction la plus… intégrant au maximum les commerçants. Voilà, j'ai été peut-être un peu rapide, mais j'espère avoir répondu à vos attentes. Merci à vous. Merci Gaëlle. Pierre, tu voulais rajouter quelque chose? Non? Ah, je ne vois plus Pierre. Gaëlle, en tout cas, merci. Peut-être qu'avec le PowerPoint, ça aurait été pas mal, mais honnêtement, on a très bien, enfin en tout cas, en ce qui me concerne, très bien compris le témoignage et on voit toute l'importance de tout ce qui est terrain, communication par tous les moyens pour faire du lien et puis faire profiter de toute cette connaissance qu'ont les managers centre-ville, les élus, en tant que circuit d'information pour faire remonter
l'information. Donc c'est très important. Vous avez pu évoquer. Je vous propose de donner la parole pour un deuxième témoignage sur un tout autre sujet avec Hervé Caranobé qui travaille à la SEM du Plessis-Robinson. Donc nous quittons le Pays Basque pour remonter en région parisienne. Et Hervé, si tu nous entends, donc Hervé va nous parler d'un sujet qui est en fait le portage foncier, ou du moins tout ce qui est action foncière, notamment au travers d'une SEM, une société d'économie mixte, ou d'un établissement public local, quel qu'il soit, qui serait chargé de structurer l'offre ou de requalifier ou de réhabiliter l'offre foncière et tout ce qui est équipement commercial en particulier, puisque c'est beaucoup notre sujet, donc tout ce qui est pied d'immeuble, commerce, etc., en achetant, en réhabilitant, en revendant ou en louant derrière. Donc évidemment, chaque territoire a différentes pratiques par rapport à son diagnostic, à ses spécificités. Il n'y a pas forcément une seule méthode, il y a beaucoup de méthodes, beaucoup d'acteurs. Il y a notamment le BF aussi, qui est un acteur très important, établissement public foncier, caisse des dépôts. On ne va pas tous les nommer aujourd'hui, ce n'est pas le but. Mais en tout cas, c'est un véritable sujet pour le manager centre-ville qui fait appel à des compétences et des connaissances techniques assez pointues. Hervé, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que j'ai activé mon truc? Oui, tout va bien. Voilà. Oui, le Plessis-Robinson. Quand on vient de Bayonne, en fait, juste avant d'arriver à Paris, on passe par le Plessis-Robinson, c'est au sud-ouest de Paris, à 1 km, petite ville des Hauts-de-Seine de à peu près 30 000 habitants. J'y officie, moi, depuis 26 ans maintenant. Et depuis une vingtaine d'années, en tant que manager de centre-ville, sans savoir que ça s'appelle comme ça, puisque je suis aussi chargé d'opération au sein de la SEM, en fait, qui est une SEM quelqu'un qui a supprimé son micro. Ouais. Et qui a conduit beaucoup d'opérations d'aménagement sur la ville, notamment la création d'un centre-ville. Oui. Oui. 2 secondes, il y a une personne qui partage. Ah, voilà, allez, c'est bon. Voilà. On peut, voilà, tu peux recommencer. Voilà, il y avait une personne qui des épisodes. Donc Hervé Caranobé, Plessis-Robinson, sud-ouest de Paris, 30 000 habitants. J'y travaille moi depuis à peu près 25 ans et depuis une bonne vingtaine d'années en tant que manager de centre-ville, même si au début en fait ce métier n'existait pas en tant que tel, et donc je l'ai fait sans savoir que ça s'appelait comme ça, en étant aussi chargé d'opérations sur la ville et aussi chargé de la communication de la SEM sur les opérations qu'elle conduisait. Assez rapidement en fait dans toutes nos opérations, il nous est venu l'idée apparu la nécessité de maîtriser en fait les commerces que nous créons. Et donc, comme le disait Renaud, il y a effectivement autant de solutions que de problématiques et autant de solutions que de villes et autant de solutions que de volonté politique et d'objectifs. Donc, j'ai parfois des villes qui m'appellent en me disant, nous, on voudrait créer une frontière commerce, comment il faut faire? Je commence par leur dire, c'est quoi votre objectif? Est-ce que vous voulez vous êtes dans l'idée de garder en patrimoine les commerces, par exemple, ou est-ce que vous voulez simplement accompagner un démarrage et ensuite les revendre? Est-ce que vous voulez maîtriser tous les commerces de la ville ou vous appesantir sur une rue en particulier ou un quartier? Donc ça, c'est vraiment les questions qu'il faut se poser parce que les réponses ne seront pas les mêmes. Cela dit, la finalité est la même. L'idée, c'est de maîtriser ce qui se passe dans les boutiques pour pérenniser, accompagner, équilibrer les activités entre elles, maîtriser les loyers et faire ce que j'appelle souvent créer les conditions du succès. C'est d'autant plus vrai en ce moment, puisqu'on voit bien que tout ça est très chamboulé, on va dire. C'est important en fait de créer une espèce d'écrin autour de nos commerçants, qui n'est pas constitué que du loyer, évidemment, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, mais là j'interviens sur ce sujet-là en particulier. Et le fait de créer des foncières permet dans tous les cas, de contribuer fortement à créer les conditions du succès. Pour moi, c'est un outil qui doit être... Alors nous, on a créé ça à travers la filiale de la SEM du Plessis-Robinson, qui est par ailleurs promoteur, qui est bailleur social et qui a une filiale maintenant depuis 15 ans, qui est filiale à 100% sous la forme d'une SAS, qui gère à peu près 22 cellules commerciales sur la ville et quelques-unes sur d'autres villes, soit parce qu'on nous a demandé de le faire, soit parce que nous avons fait des opérations sur ces autres villes, nous avons gardé en patrimoine certaines boutiques. C'est important pour moi que cet outil soit à l'échelle locale. Je ne crois pas, pour ma part, à des solutions qui seraient au niveau du département ou de la région, parce que derrière chaque commerce, il y a des histoires humaines.
et il y a des problématiques, et si on ne les connaît pas, si ça se résume à une ligne sur un tableau Excel, c'est ingérable et on n'atteint pas les résultats escomptés à mon avis. On fait vraiment du sur-mesure, je l'ai vraiment vérifié tous les jours, mais encore plus avec ce qui se passe en ce moment. On a été capable d'accompagner certains commerçants dans la mesure de ce dont ils avaient besoin. Ce qui veut dire qu'on n'a pas aidé tous de la même manière, parce que déjà il y en a qui étaient ouverts, d'autres qui étaient fermés. Et donc ça prend pas mal de temps, mais ça nous permet aujourd'hui de ressortir, enfin en tous les cas d'être dans un état à peu près présentable sur les commerces de la ville, d'avoir un taux de vacances qui est assez proche de 0 et de voir l'avenir de manière à peu près sereine, en tous les cas à moyen terme, parce qu'on ne voit pas beaucoup plus loin aujourd'hui, mais de se dire qu'on a encore les outils pour continuer à les accompagner et venir en complément des différentes aides qui ont pu apparaître. Et puis c'est aussi un soutien moral qui est important aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'a pas une attitude du bailleur lambda, on représente la ville va pas s'effondrer demain matin, donc on a une certaine assise financière et une certaine solidité qui nous permet d'accompagner les choses. Et ça, c'est important par les temps qui courent. J'ai d'ailleurs, après vous, rendez-vous avec la Banque des Territoires pour trouver des financements complémentaires pour continuer à développer cette filiale, qui par ailleurs est profitable. Donc par les temps qui courent, c'est bien aussi de mettre en place des outils qui génèrent un peu de profit, même si c'est pas la finalité, et on ne peut pas avoir de prêt d'argent si c'est une entreprise qui n'est pas profitable qui le demande. Et donc c'est pas idiot en fait qu'une municipalité, tout en faisant du bien à son commerce et à son centre-ville, dégage quelques subsides qui permettent à nouveau d'aider et d'accompagner les commerçants et de continuer ce développement. C'est un effet assez vertueux. Cet outil nous permet par exemple maintenant de financer une partie des plateformes numériques qu'on a mis en place pour les commerçants. Voilà, ça va un petit peu au-delà en fait maintenant du rôle qui lui était parti au départ. Je ne sais pas trop où j'en suis du temps, il ne doit pas me rester. Tu as dépassé le temps. Voilà, j'ai dépassé le temps, donc je vais arrêter là. En tous les cas, c'est quelque chose sur lequel il faut s'orienter. Et juste pour finir, ça peut avoir à la fois un effet curatif, mais aussi un effet préventif. C'est plutôt dans ce sens-là que je l'utilise, moi. C'est-à-dire que j'essaye d'être très en amont des problèmes avant qu'ils deviennent des problèmes et d'agir avec cette foncière en acquérant en fait des murs, parce que quand je sens que la mutation va pas être très dans le sens de ce qu'on veut, ou que le locataire est un peu écrasé par des loyers, et voilà. Donc on arrive toujours à trouver des solutions. On a derrière nous la ville, la force de frappe du droit de préemption qu'on utilise très très peu, et c'est pour moi un outil curatif aussi, mais nous on n'a pas eu trop à le gérer comme ça, voilà. Mais ça peut servir sur les deux volets. Et le mieux placé pour gérer tout ça, évidemment, c'est le manager de centre-ville, parce que lui, il a toutes les infos, donc il est capable de dire où il faut agir, où il ne faut pas agir, et comment il faut agir, et avec quelle priorité. Merci Hervé. Merci Hervé. Ce témoignage montre à quel point on peut être vraiment dans le concret quand on est manager de centre-ville. Sur ce sujet, on pourrait écouter des heures, tellement c'est riche et en même temps complexe. Et là, tu n'en as plus que brosser quelques cas de figure, et on sait bien derrière qu'il y a autant de villes, comme tu le disais, que de sujets, que de problématiques. Donc on peut avoir à la fois une spéculation foncière des bailleurs qui fait que les loyers deviennent hors de prix pour les commerçants, métiers de bouche pour ceux qui n'ont pas forcément des niveaux de rentabilité énormes, ou des artisans ou des jeunes porteurs de projets. Donc là, ça peut être un des sujets pour une SEM. D'autres fois, c'est parce qu'il y a beaucoup de vacances et on a des trous dans un linéaire de rue qui affectent à un moment donné toute la dynamique globale et tout l'intérêt même d'y vivre pour les habitants. Si tous les commerces sont fermés, à quoi bon habiter en ville pour avoir sa voiture et la prendre pour aller dans un centre commercial de périphérie? Donc en fait, on peut aborder ces questions d'opérations foncières dans différentes configurations, et on voit à quel point c'est riche en termes de débouchés. Donc pour vous, managers, mais surtout les managers en herbe, qui nous écoutent, qui découvrent ce métier, sachez que c'est vraiment aussi sur cette partie-là un vrai champ d'investigation. On n'en est pas à l'âge de pierre, la preuve, ça fait déjà quelques années que des personnes comme Hervé ont développé cette expertise, mais bon, on n'a pas non plus des bouquins avec toutes les recettes toutes faites. Il y a beaucoup aussi à prendre sur ce temps en termes d'inventivité, de réflexion, d'originalité dans la manière d'aborder les sujets. C'est encore un sujet qui laisse beaucoup de place à la réflexion, à l'imagination pour les nouveaux acteurs. On va écouter maintenant sur un tout autre sujet, après avoir écouté Gaël Debu et Hervé Carnab,
sur les questions à la fois de terrain et en même temps de foncier. Là maintenant, la partie études, très importante pour tout ce qui est projet territorial ou projet de dynamisation. Il y a toujours un diagnostic à faire au préalable et puis surtout un suivi pour voir si les choses s'améliorent. Et donc la partie data, analyse, les flux, etc. est extrêmement importante. C'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup dans l'Observatoire depuis 2 ans. Donc on va écouter maintenant Marine Foulet de la ville de Vichy qui va nous parler de ce qu'elle a mis en place. Est-ce que vous nous entendez, Marine? Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez? Parfaitement, on vous écoute. Super. Bienvenue. A priori, il y a en partage d'écran le diapo. Vous le voyez également? Ça marche. Super, nickel. Je vous remercie à tous. Je représente la ville de Vichy. Je suis manager de Vichy, manager de centre-ville depuis 3 ans. Au préalable, j'ai effectué cette mission, même mission avec le même intitulé à Guéret pendant 2 ans. Donc ça fait 5 ans que j'effectue cette mission-là en collectivité. Est-ce que vous pouvez passer à la diapo suivante? Voilà. Alors, effectivement, comme vous l'aviez précisé, afin de pouvoir mieux connaître son territoire et pouvoir mieux l'analyser, nous avons souhaité étudier les dispositifs de comptage de flux piétons. Alors, on s'insère dans une démarche qui est partenariale au sein du réseau MG2T, qui va peut-être pas tous vous parler, mais c'est un réseau qui est régional, qui est issu, on va dire, d'un travail, d'une réflexion avec la CCI régionale Auvergne, la région qui a pu bénéficier des fonds leaders, des fonds de la Banque des territoires. Et son objectif à ce réseau-là, c'est de professionnaliser les managers régionaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes, de leur apporter des bonnes pratiques et puis surtout de mettre en commun certains outils. Donc en fait, c'est à l'issue de ces rencontres au sein du réseau qu'est venue cette idée de se fédérer autour d'un outil de comptage de flux piétons et puis de se dire comment on pourrait, à travers un groupement de commandes, essayer de faire des économies d'échelle, puisque en prenant une cinquantaine de compteurs, on peut derrière avoir des compteurs à moindre coût. Donc il y a eu toute une phase où dès juin 2018, où on a prospecté, on a fait des démonstrations de prestataires, puisque vous avez dû être contacté par de nombreux prestataires aujourd'hui, s'ils sont beaucoup mis, et on en a de tout type, avec tout type de technologie, de l'infrarouge, des par GSM, du mobilier, pas de mobilier, enfin il y a vraiment tout type de comptage. Et nous avons rédigé un cahier des charges correspondant à ce qu'on jugeait être le plus pertinent pour nos besoins au quotidien. Donc, en septembre 2018, voilà, on a validé notre convention de groupement entre 12 villes d'Auvergne-Rhône-Alpes, donc Vichy, Clermont-Ferrand, il y a eu Oullins aussi, il y a eu Valence, Moulins, certaines comités de communes aussi. Voilà. Et puis, on a donc signé cette convention. Donc, on a d'abord, analysé les offres en janvier 2019. Et puis, on a sélectionné un prestataire après analyse et éco-compteur, donc une société lyonnaise, nous semblait être le prestataire le plus cohérent, qui correspondait le plus à nos besoins. Et nous avons signé donc la convention quelques mois après et nos compteurs sont devenus opérationnels en août 2019. Donc, c'est pour vous dire vraiment qu'il y a eu un processus de long terme entre ces 12 collectivités et puis CCIR CCI régional qui a été le coordinateur de ce groupement de commandes. Donc, nous, Ville de Vichy, on a pu acquérir 4 compteurs. Donc, je vous ai mis la somme, voilà, pour que vous puissiez vous faire un petit aperçu de 12 768 € TTC. Parmi ces achats, donc il y a plusieurs technologies. Hein. On a décidé d'acheter un poteau urbain que vous voyez, c'est la première photo sur la gauche où il y a 2 agents du centre technique municipal qui l'installent. Donc, c'est un poteau qui est fixé au sol et qui mesure à peu près 1 mètre et qui a une portée de 8 mètres sur donc une rue piétonne qui est large à peu près de 8 mètres. Ça correspondait très bien. Et donc, ça compte et piétons et cyclistes par une technologie infrarouge. Et nous avons aussi disposé de 3 pyrobox que vous voyez sur la photo de droite, qui donc là, c'est un autre dispositif, toujours sur de l'infrarouge, mais qui doit se greffer à du mobilier urbain existant.
et qui a une portée plutôt de 4 mètres. Donc voilà, c'est plutôt, ça s'insère plutôt bien dans notre type de mobilier, puisqu'on est plutôt sur du gris anthracite, donc ça se voit pas trop, voilà. Au niveau des portées, alors il faut bien être vigilant que l'œillet se dirige bien vers là où passent les piétons, ne pas le mettre sur des entrées de commerce pour pas fausser les données. Voilà, donc il y a quelques petites bonnes pratiques quand même pour pouvoir bien utiliser. Voilà, je passe à la diapo suivante. Merci beaucoup. Et donc, les objectifs sont plutôt simples. Je pense que vous les comprenez. C'est un outil de mesure qui est formidable, qui nous permet d'analyser les tendances de fréquentation, que ce soit les comparer en semaine par semaine, saison par saison, d'une année sur l'autre. Ça nous permet vraiment de mesurer l'évolution de notre centralité. Je pense notamment aux années Covid, années sans Covid, voilà, de pouvoir tester aussi l'impact des animations quand on fait un marché de Noël, quand on fait des braderies. Ça permet aussi de renseigner les associations de commerçants. Et c'est un outil de pilotage qui est formidable pour aider à la décision et évaluer les politiques publiques. Voilà, je vais vous donner 2 exemples assez concrets. Cet été, on a remarqué dans notre rue principale, qui est la rue Clémenceau, que nous avions dépassé les 8000 piétons par jour, ce qui est beaucoup pour Vichy, voilà, ville de 25 000 habitants avec 500 commerces. Et les élus ont décidé qu'à 8000, c'était le seuil où il fallait piétoniser cette rue pour qu'on puisse être bien, qu'on ait un seuil, on va dire, de distanciation physique entre les clients. Voilà. Et ça a été du coup un outil intéressant pour pouvoir démontrer aux commerçants eux-mêmes, qui ont été difficiles à convaincre, que la mesure s'imposait. Par exemple, à noter un autre exemple aussi, on a pu constater que sur une même rue ou sur une même galerie commerçante, les flux n'allaient pas forcément jusqu'au bout de la rue. On avait une évasion et des flux qui revenaient, qui bifurquaient, qui n'est pas jusqu'au bout de la rue. Et donc, c'est aussi des analyses hyper intéressantes, analyses urbaines, où ça démontre que, en fait, au bout de la rue, il manque des boutiques de destination, il manque une centralité, il manque des facteurs d'attractivité. Et c'est là où il y a un travail urbain à faire sur ces secteurs-là. Donc voilà pour ces 2 exemples précis. Puis comme je vous le disais, effectivement, c'est vraiment multi-cible. Ça permet de renseigner la collectivité, nos élus, des commerçants, des associations de commerçants et aussi des investisseurs, puisqu'on partage nos données de flux piétons avec des porteurs de projets qui désirent s'installer dans le centre-ville. Et en fonction des flux, ils ne s'installent pas forcément au même endroit, parce que ça permet de dégager vraiment des emplacements numéro 1 bis, numéro 2. Voilà. Là, le diagramme qui suit ensuite, le graphique, vous permet de voir sur notre poteau urbain et nos 3 compteurs donc mobiles. Donc, effectivement, vous voyez, c'est tout petit. Vous verrez peut-être mieux quand vous aurez le diapo sous les yeux, qu'il y a du coup des variations, des différences assez notables en fonction de l'emplacement du compteur. Ça vous permet de voir effectivement, le 25 décembre, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a eu personne, ça a été vérifié sur l'ensemble des compteurs, c'était Noël. Voilà, ça permet de dessiner un petit peu, en termes de temporalité, de mesurer l'impact des flux. Voilà, je vais passer rapidement sur la dernière slide, il me semble, pour ne pas dépasser le temps. Voilà, alors ici, je vous ai indiqué, donc à gauche, vous avez une analyse météorologique qui permet parfois de justifier aussi du manque de flux dans les rues. Et ça, c'est souvent, on a un retour des commerçants, on n'a pas eu peu de monde, comment ça se fait? Bon, alors, des fois, c'est simplement la météo qui l'explique. Et vous voyez, en rouge, c'est les températures. En bleu, c'est les précipitations. Et puis, vous avez vos colonnes vertes qui sont les comptages de flux. Et en général, quand on a des canicules, quand on a beaucoup de précipitations, ça explique le fait qu'il y ait moins de monde dans les rues. Et c'est normal, c'est la météo. Voilà. Et sur le diagramme de droite, c'est une analyse temporelle qui permet d'analyser donc d'année en année et de suivre l'évolution. Et ça devient intéressant quand on peut comparer d'une année sur l'autre. Alors malheureusement, l'année 2020 est incomparable. Vous le savez pourquoi. Donc ce qui explique qu'on a, en fonction des confinements, des creux des creux qui sont assez significatifs. Donc c'est assez incomparable, mais vous pouvez mesurer quand même qu'on a eu un pic en début septembre, voilà, qui n'a pas été le cas en 2019. Et effectivement, sinon, on est en baisse assez significative sur les périodes de Noël, voilà, qui s'est fait ressentir au niveau des commerces.
Voilà, et puis pour terminer, juste le temps est passé, c'était vraiment formidable. Terminé et c'est bon. Voilà, juste pour terminer, je voulais vous indiquer quels étaient les avantages et les inconvénients de la solution Ecocompteur. Donc, on a une transmission qui est quotidienne des données avec un suivi, une analyse sur Ecovision, qui est un logiciel. Et on a vraiment une réactivité assez fine du service après-vente. Par contre, on n'a pas d'analyse qualitative et on a un matériel qui est facilement dégradable puisque nous, on a du mobilier qui est à taille d'homme. Hein. Donc, on en a un qui a été embouti par un véhicule de livraison, voilà. Et c'est pour ça que je vous ai mis juste en dessous, là, j'ai mentionné Fluvision Orange, que vous connaissez peut-être, qui est une autre technologie qui vous permet d'analyser vos flux piétons de manière qualitative et d'avoir une segmentation des visiteurs sur l'origine, le profil socio-démographique, et qui permet de compléter l'héritage quantitatif. Faire cette visioconférence sans vous gêner. On n'a pas de casque. On n'a pas de casque. Si, vous remercie. Cette visioconférence sans... Merci beaucoup. Merci. Je demande à ce que tout le monde coupe son micro. Merci, c'était vraiment passionnant. Je te laisse la parole, Renaud. Donc, merci Marine. Très intéressant. Je crois que pour l'ensemble des managers en place, évidemment, c'est un sujet qu'ils connaissent très très bien. Pour les personnes qui aujourd'hui sont en train de découvrir ce métier lors de notre petit webinaire, mais c'est vrai qu'il faut peut-être rappeler que les flux, c'est un petit peu comme le sang dans le corps. C'est vraiment un élément très important qui va témoigner de la dynamique du centre-ville. Donc sans le flux, évidemment, il n'y a rien, que ce soit pour correspondre à la fois à l'attractivité pour les commerces, évidemment c'est le premier sujet, mais aussi s'il n'y a pas de flux pour les services publics, s'il n'y a pas de flux pour les écoles, s'il n'y a pas de flux du tout, évidemment, tout ferme. Hein, donc en premier lieu les commerces, mais après l'habitat aussi subit une perte d'attractivité, puis au bout d'un moment, s'il n'y a plus d'habitants, il n'y a plus d'enfants, et s'il n'y a plus d'enfants, on se pose la question de garder les écoles, etc. etc. Donc en fait, le flux, c'est extrêmement important, c'est vraiment un témoignage, c'est un carottage régulier qu'il faut faire et qui, au-delà de l'état de santé du centre-ville, permet aussi de comprendre, comme vous l'avez très bien dit Marine, certaines choses comme l'impact de la météo. Quand il pleut beaucoup, est-ce que ça gêne vraiment le flux et dans quelle mesure? Lorsqu'il y a des événements comme des grèves par exemple, lorsqu'il y a des travaux dans une rue ou lorsque le bout de la rue n'est pas irrigué, les gens bifurquent avant, pourquoi, d'où ça vient, etc. En fait, c'est autant à chaque fois d'analyses qui amènent à des enseignements très intéressants qui peuvent évidemment éclairer les élus et les techniciens des villes sur des prises de décision, à la fois sur les domaines des politiques publiques générales du type habitat, équipement public, etc., mais également sur la voirie, sur la circulation, le stationnement, la piétonisation et plein de choses. Donc c'est un outil et il y a beaucoup de techniques, comme vous venez très justement de l'évoquer, avec notamment Orange Fluvision. Il y a beaucoup de techniques qui ont chacune évidemment leurs forces, leurs faiblesses. Il y en a certaines qui permettent de savoir, c'est le cas d'Orange, savoir d'où viennent les gens, par exemple, ou la fréquence de visite. Bon, et puis il y en a d'autres qui par contre sont peut-être un peu plus précis lorsqu'on est sur des cellules comme chez vous à Vichy sur le terrain. Là, on peut vraiment être beaucoup plus précis qu'avec les technologies dites par les téléphones comme Orange. Voilà, je vous propose maintenant de donner la parole sur un sujet qu'on vient de voir tout à l'heure, mais avec un angle peut-être un peu différent, un sujet du foncier avec Guillaume. Guillaume, donc, Casse, de la ville de Niort. Donc, nous repartons dans l'ouest de la France. Et donc, Guillaume, si vous voulez bien nous parler à nouveau de foncier en complément de ce que nous avons vu avec Hervé Caranob du Plessis-Robinson tout à l'heure. C'est à vous. Je crois que Guillaume n'est pas là. Encore. Peut-être on peut attaquer la personne suivante. On peut enchaîner. On verra. On peut enchaîner. Il arrive juste pour dire qu'il y a une réponse à toutes les questions tout à l'heure, mais ça sera en fin d'observatoire que Constant, normalement, récupère toutes les questions. Si on ne peut pas les récupérer, chaque personne posera les questions qu'ils veulent. Remercier également Renaud, évidemment, mais Alban Réal qui fait un travail considérable sur le management de centre-ville, puisqu'elle est responsable
du Manageant, et c'est elle qui a fait avec nous ce programme. Donc, je vous propose, est-ce que Raphaël de Trébec, si je prononce bien, de la ville de Troyes, est là? Oui, bonjour. Très bien. d'Estrebec, merci, bienvenue. D'Estrebel, Merci. d'accord. Très bien, merci, merci d'être là et merci pour votre témoignage. Donc, je crois que vous allez nous parler plutôt de l'aspect culturel et patrimonial des centres-villes. Oui. Alors, je vais commencer par faire juste un petit clin d'œil à mon collègue du Plessis-Robinson, puisque j'ai grandi à Châtenay-Malabry, donc juste à côté. Et effectivement, ça m'a bien parlé de l'entendre parler du Plessis-Robinson. Voilà, c'était le petit clin d'œil. Alors, sur la ville de Troyes, moi, ça fait 3 ans que je suis manager de centre-ville. Je viens de renouveler mon contrat pour 3 ans de plus. Je suis issue du milieu du commerce. J'ai été commerçante, j'ai été à mon compte, j'ai été commerciale sur le terrain et ça a été une vraie force pour intégrer ce métier qui est effectivement très varié. Et notamment pour entrer dans la sphère des commerçants où en appartenant à leur monde, c'est un petit peu plus facile parfois. J'ai eu la chance finalement de démarrer mon contrat avec le programme Action Cœur de Ville qui a donné quand même quelques pistes pour travailler sur des projets qui étaient déjà un petit peu en réflexion. Naturellement, en fait, petit à petit, on a mis en place différentes animations et un accompagnement privilégié de l'association des commerçants qui était toute fraîche puisqu'elle avait moins d'1 an, qui était donc en train de se structurer et avec laquelle on a mis en place notamment une participation dès 2018 à la Journée nationale du commerce de proximité, qui a un petit peu donné le là à certaines animations. Et naturellement, dès l'année suivante, en 2019, a vu le jour du coup un village artisan en partenariat avec la Chambre des métiers, puisque dans la fonction de manager de centre-ville, ce qui est hyper important, vous l'avez déjà signalé tout à l'heure, c'est de fédérer les acteurs locaux et notamment avec les chambres consulaires et les associations de commerçants. Sans eux, la ville ne peut rien faire, hein, donc c'est important de le souligner. Par contre, voilà, il y a vraiment eu à ce petit déclic avec la JNCP et ce village artisan qui a remporté un franc succès, à la fois en termes de fréquentation et en termes d'identification d'artisans d'art. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai potentiel sur la ville de Troyes et sur l'Aube, sur le département. Avec en plus un accompagnement assez rapproché de la région Grand Est qui était vraiment dans cette tendance de favoriser le développement de l'artisanat d'art et pourquoi pas sur la ville de Troyes. Donc depuis 2019, on est vraiment dans une politique de développement des métiers d'art sous différents angles. J'avais accompagné un premier projet qui était pour le coup 100% privé, mais d'artisans d'art qui se sont fédérés dans une même boutique en centre-ville. Donc j'ai pu les accompagner pour qu'ils s'installent de façon éphémère, mais en tournant. Donc il y a eu toute une sorte d'animation, le lien a été fait avec le propriétaire, etc. Donc ça a été vraiment un démarrage. Cette expérience, du coup, nous a donné d'autres idées. En parallèle, du coup, les élus ont souhaité donc candidater au label Ville et Métiers d'Art, donc pour lequel, effectivement, on a eu, vous avez vu les images, donc on a eu une remise officielle l'année dernière. Donc on est vraiment dans cette volonté sur le long terme de pérenniser et d'installer des choses, de faire un écrin du centre-ville de Troyes. Pour ceux qui ne connaissent pas la ville de Troyes, on en entend beaucoup parler par les magasins d'usines, puisque c'est le berceau historique et capitale du textile, enfin une des capitales du textile. C'est un petit peu le revers de la médaille, c'est qu'à l'extérieur, on connaît beaucoup la ville de Troyes avec les magasins d'usine, mais en fait, le centre-ville, le pittoresque, avec des maisons à colombage et des pavés, on le connaît un petit peu moins. Troyes s'appelle la ville aux 10 églises, hein, donc elle a vraiment un potentiel pour accueillir pour le coup du commerce, mais aussi de l'artisanat, avec ce côté un peu qualitatif et différenciant. Ce constat, on l'a aussi fait tout simplement parce qu'on se rend compte que, bien sûr, accéléré par la crise du Covid, mais que les modes de consommation évoluent. Alors on a fait aussi une étude de flux qui nous a donné quelques billes en plus,
mais pour voir un petit peu le parcours marchand en centre-ville. Et pour le coup, il était vraiment très concentré. On a la Seine qui passe au milieu du centre-ville, donc on avait un côté de la Seine très concentré avec toutes les grandes enseignes et beaucoup de commerces, et aussi de la vacance commerciale, puisqu'on fait partie de ces villes moyennes qui souffrent malheureusement de vacances commerciales. Et l'autre côté de la Seine qui était un petit peu plus mis de côté, entre guillemets, avec pourtant un terreau très fertile, puisque c'est déjà le côté où on a le monument principal, à savoir la cathédrale, qui attire un certain nombre de touristes chaque année, et puis toute la partie musée, cité du vitrail, musée d'art moderne, musée des beaux-arts, etc. Donc on a vraiment un écrin de ce côté-là à développer. Donc c'est vraiment dans ce sens-là que la municipalité a vraiment accompagné et a été jusqu'à se porter acquéreur d'un local commercial. Donc on est en train de refaire. On va faire une belle façade cette année. L'objectif, c'est de pouvoir le mettre en location à des artisans d'art à la fin de l'année. Et en attendant, donc on a eu l'opportunité aussi, puisqu'on a malheureusement fait des gros titres avec le départ de la FNAC qui va intervenir au mois d'avril, donc qui quitte malheureusement le centre-ville. C'est un gros coup dur pour la ville de Troyes, mais avec un très très beau projet, un propriétaire à la fois ambitieux et conscient des évolutions des modes de consommation, qui nous a donné la possibilité, avec la Chambre des métiers, de mettre en place un espace éphémère depuis le mois de septembre, donc là sur une durée de 7 mois, donc ça se termine pour l'instant au 31 mars, on envisage une prolongation éventuellement, mais du coup avec 400 mètres carrés à destination des artisans d'art. Donc vous en voyez deux à l'écran, un tapissier et une spécialiste en paillage-canage. Donc c'était quelque part une opportunité rêvée pour mettre en avant ces métiers-là et montrer à la fois des savoir-faire et aussi montrer que dans un centre-ville, on peut trouver autre chose que simplement des grandes enseignes et de la restauration. Donc voilà, l'objectif de la ville de Troyes, c'est vraiment d'accentuer cette image-là, d'essayer de transformer l'essai. Il y a d'autres projets un peu plus d'envergure dans le cadre du programme Action au cœur de ville, mais bon, forcément, ils sont un petit peu freinés par la crise liée au Covid, comme dans beaucoup de villes. Mais un des points positifs qu'on retire, en tout cas de l'espace éphémère qui est en place actuellement, c'est qu'on a des demandes d'artisans d'art, du coup, de s'installer en centre-ville. On en a déjà un qui vient de prendre le tapissier, donc qui vient de prendre un local en centre-ville. On a une bijoutière aussi qui est à la recherche d'un local et une styliste. Et du coup, voilà, c'est le vrai plus de cette expérience qui, pour le coup, était assez inédite dans notre région, en tout cas. Ouais, je ne sais pas du tout où j'en suis dans le temps. Je crois que vous aviez dépassé de toute façon. Très bien, Raphaël. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, très intéressant. Je pense que cet exemple et cette illustration est très intéressante pour les managers ou les futurs managers qui nous écoutent, puisque l'artisanat est un élément important de notre pays et surtout le centre-ville est un peu la maison des artisans bien souvent, puisque c'est là qu'on trouve quand même des petites cellules. En général, les artisans, qu'il s'agisse des artisans métiers de bouche ou des artisans d'art, des métiers d'art, etc., ils ne se voient pas forcément dans des locaux de 1000 ou 2000 m² comme on peut en trouver en périphérie. Donc, ils viennent plus naturellement dans le centre-ville, puis parce que c'est le centre-ville aussi l'incarnation de l'identité, du terroir, de l'histoire du territoire. Donc c'est vraiment leur terrain de prédilection pour les artisans. Et c'est aux villes, aux managers et aux chambres des métiers de faire en sorte de leur trouver évidemment des espaces qui puissent leur convenir, notamment en termes de flux ou de fonctions. Et il y a beaucoup de projets, beaucoup de choses qui sont faites par les intercommunalités, par les villes, par les managers de centre-ville et souvent en partenariat avec la chambre de métier. Vous l'avez signalé, on parlait tout à l'heure pour le flux Pléton, où c'était plutôt la CCI-R qui était partenaire du financement de ces outils de mesure. Là, sur le sujet des artisans, c'est la chambre des métiers avec son équivalent aussi régional, la chambre des métiers et de l'artisanat
régionales, la CMAR, sont des acteurs très importants. Et aujourd'hui, avec à la fois la crise Covid, mais aussi la remise en question de pas mal de modèles, on voit que les consommateurs sont de plus intéressés par les produits du terroir, les produits locaux, parce que circuit court, parce que authenticité, parce que je flèche exactement, je sais qui l'a fabriqué, je sais d'où ça vient, etc. Puis en même temps, quand je dépense mon argent, j'ai l'impression de mieux le dépenser parce que je suis un peu plus responsable. Mon produit fait un peu moins de kilomètres et mon produit est fait avec un savoir-faire local qui garantit un certain niveau d'exigence et de qualité. Donc on est vraiment sur des sujets très importants, à la fois faire revenir le terroir, les artisans, mais d'une manière plus générale, les fonctions productives aussi en centre-ville. Je ne parle pas d'usines de 2000 m², évidemment, avec du charbon, mais plutôt des petites fonctions productives qui sont la richesse de notre pays. On sait très bien que les TPE, les petites entreprises, sont très nombreuses et elles ne demandent que de ça, de venir en ville si on veut bien leur faire un petit peu de place et si on veut bien les accompagner comme vous l'avez fait, et c'est remarquable. Merci beaucoup. Je vous propose, après cette table ronde,